C'est pour les diapos, ça? C'est vers là-bas qu'il faut pointer parce qu'il faut que l'ordi Oui. est là-bas. Ça, c'est Et le... là, t'as gauche, t'as droite, t'as gauche. Ah, d'accord. Et ça, c'est si tu veux montrer quelque chose, mais ça marche jamais bien. Moi, je m'en fous. Moi, j'en ai pas besoin. Ah, quoique, oui. Si tu veux le bouton haut, donc c'est gauche, droite, avant, recul. Et la caméra qui filme. Donc, je recule là, hein. Ouais. Et là, j'avance. D'accord. Bon, et tu penses qu'il y a du monde là-bas derrière? Un dernier tour. On y va. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette journée de restitution du projet national ARSCOP. Je vous remercie, nous vous remercions tous d'être venus si nombreux. Une introduction qu'on essaiera de faire assez rapide parce que vous avez vu que le programme est chargé avec des temps assez limités. Alors attendez que je ne me plante pas là-dessus, j'ai toujours trouvé ça plus difficile que la géotechnique. Voilà. Bon, on va vous présenter quelques chiffres et les partenariats du projet national. Je vois ça ici. L'origine de ce projet national et les motivations. Quelques résultats et enseignements dans cette ouverture. Et donc la présentation avant de passer aux présentations scientifiques au sens pur du terme. Alors, les partenaires, 47 partenaires, vous voyez, de tous horizons, j'ai envie de dire, mais enfin de géotechnique. Vous avez en bas 4 développeurs, la synthèse est faite, 4 développeurs, 21 bureaux d'études, 3 maîtrises d'œuvre, 3 maîtrises d'ouvrage, 6 entreprises, un bureau de contrôle, une start-up big data, 4 universités ou établissements publics, 2 syndicats, le ministère qui s'appelait à l'époque Transition écologique et solidaire. IREX, il a encore changé de nom l'autre jour. S'il y en a qui intéressent, je suis allé chercher son nouveau nom. Bon, la durée du projet, près de 9 ans, de 2015, on va dire en cours d'année, puis 2024, on est en cours d'année, donc un petit peu moins pour essayer de rappeler sur les bords. Avec, c'est vrai, la période du Covid à gérer, et puis le montage a pris un certain temps, mais ça c'est un peu normal avec tous les projets nationaux, de 2013 à 2015. Le budget total, environ 1770 milliers d'euros. Les apports en nature des différents partenaires qui se remercient tous les uns les autres, de 1286 milliers d'euros. Ça doit faire environ 500 000 euros de cotisation des membres. Il y a eu 4 appels correspondant à 4 tranches. Vous voyez les 4 tranches correspondant plus ou moins à 1 ou 2 années à cause des différents aléas que j'ai mentionnés avant. Vous pouvez faire le total, même en géotechnique, le résultat c'est 1770 kg euros. Ça comprend donc les apports en nature et les cotisations. Alors, l'origine du projet, au démarrage, moi, je crois qu'on est tous d'accord sur ce que c'était, ce que c'était, en espérant qu'on a avancé. Maintenant, l'essai pressiométrique, bon, un essai de déformation in situ, il n'y en a pas beaucoup sur la planète, j'ai envie de dire, bon, on peut peut-être parler du dilatomètre plat et des choses comme ça avec d'autres problèmes, mais autrement, vous savez que
soit des essais sont en déformation, soit en rupture, mais rarement les deux. Donc l'intérêt du pressiomètre, c'est d'avoir cette courbe pression-volume avec des... pour la petite histoire et pour les mécaniciens purs et durs, ici, c'est pas la manière de présenter d'habitude. On met plutôt les efforts et les contraintes en abscisse et les déformations, les volumes en ordonnée. Donc cette fameuse courbe bien connue, en tout cas lorsqu'elle est pure comme ça, avec une première partie de rattrapage des parois de forage. Je suis dans le cas où on a fait un pré-forage, une plage sur laquelle on détermine un module pressiométrique, évidemment à ne pas confondre avec le module Young du sol si tant est qu'on en ait un. Et puis on va vers la pression limite, la troisième phase, il faut que je regarde là, la troisième phase, donc la pression limite étant donc soit mesurée au doublement du volume de la sonde, soit extrapolée jusqu'au doublement du volume de la sonde. Donc la pression limite, un paramètre de résistance du sol qui va nous servir pour la portance. J'ai oublié de dire que le module, lui, va nous servir pour les problèmes de déplacement, que ce soit le tassement des fondations superficielles ou les déplacements horizontaux et verticaux des pieux soumis à différents chargements. Alors, on a voulu dans ce projet national conserver cette particularité de l'essai pressiométrique et puis donc des contraintes de déformation et des modules et des résistances et améliorer les protocoles d'essai. Alors, c'est évidemment avant tout, surtout dans un pays comme la France, il y a d'autres endroits où on utilise le pressiomètre à des fins diverses et variées, mais en France, c'est surtout un outil de dimensionnement. Sont bien connues les méthodes de dimensionnement direct, où on a directement la portance par des abacs idoines. Vous voyez à droite j'ai envie de dire la courbe de distribution de la portance des pieux mesurée ou calculée avec les nouvelles règles, et également la formule des tassements un peu plus haut. Bon, ça a été des choses en constante évolution, la portance des pieux, depuis les années 60, différentes présentations de la méthode de calcul des pieux, le fond de 72, le DTU, ou le DTU, fascicule 62, titre 5, etc. En ce qui concerne la formule d'étassement, l'honnêteté nous fait dire que c'est à peu près toujours la même qu'on utilise, que vous voyez donc avec les fameux deux termes proposés déjà par Ménard en haut à droite. Alors, gardez évidemment la mémoire de ces méthodes de calcul et poursuivre leurs évolutions à la fois pour les méthodes directes et indirectes. Ah oui, j'ai oublié de parler du petit point qui est, l'élément qui est au milieu. Vous voyez, en plus des formules directes, on a je dirais, plutôt méthodes numériques, mais qui sont soit du genre, pour les déplacements, les méthodes TZ et PY, donc la construction de courbes de transfert de charge pour les déplacements des pieux que j'ai mentionnés avant, également dérivation, alors c'est ça, on est en plein dans les méthodes indirectes, dérivation de paramètres fondamentaux, soi-disant des phi' et autres, pour ceux que ça amuse, pour retourner à la méthode de portance de Terzaghi, par exemple, pour faire ce qu'on appelle du CFI. Bon, dans certains pays, avec des pressiomètres qui sont, du point de vue mise en place, un petit peu plus, j'ai envie de dire, sérieux que l'avant-trou, on peut arriver à dériver certains de ces paramètres. Enfin, il faut tout pour faire un monde, et pour certains, c'est comme ça que ça se passe. Mais en France, on est plutôt dans les méthodes directes, voire les méthodes TZ et PY. Alors, quelles étaient les motivations du projet? Pérenniser ce savoir-faire et le savoir autour de cet outil, garder l'idée de départ d'un essai intégrateur, donc on a vu les différents éléments qu'on peut obtenir et comment les utiliser pour essentiellement, il faudrait le dire peut-être ça, le dimensionnement des fondations. On ne va pas trop se servir du pressiomètre, en tout cas moi je ne m'en sers pas pour les tassements de remblai et autres choses comme ça. Alors poursuivre l'évolution par rapport aux enjeux techniques actuels,
Tout ça, c'est quand même pour optimiser les ouvrages géotechniques sur des charges qui sont de plus en plus... enfin, on regarde des charges de plus en plus variées, cycliques, influence du temps, fluage, etc., etc. Et la grande motivation qu'on a de nos jours à dire à nos dirigeants de différents niveaux, voire enfin publics et privés, qu'on a besoin de fonds pour faire de la recherche, c'est dire que d'optimiser les ouvrages géotechniques, c'est, bon, pour résumer, mettre moins de béton dans le sol et d'avoir une empreinte carbone de la construction qui soit minimisée ou diminuée par rapport aux errements anciens. Donc l'optimisation des fondations, si vous voulez rapprocher ça du développement durable, du réchauffement de la planète, je ne sais pas, toutes ces choses-là, j'ai failli dire tous ces trucs-là, toutes ces choses-là, vous pouvez dire que quand même l'optimisation des fondations, c'est parfaitement dans... comment dire, écologiquement correct. Voilà. Et puis alors, peut-être, moi j'ai senti comme ça, la motivation principale, pour moi en tout cas, du projet, c'était d'expliquer à l'international ce qu'on faisait, parce que le pressiomètre et ses méthodes ont souvent été, perçues comme une espèce de boîte noire. Il n'y a que les Français qui comprennent ce qu'il y a dedans. Et il n'y a que les Français qui comprennent ce qu'il y a dedans, et enfin, ils ont oublié quand même, on a quand même essayé de faire un peu de l'art-table, des choses en anglais, des conférences, mais enfin, il fallait quand même présenter ça d'une manière plus générale, et évidemment, en même temps, avoir les développements qu'il fallait. Voilà, donc on va commencer à vous présenter le fond du problème au sens scientifique et technique du terme. Donc, quand on a fait toutes les réunions et toute l'étude de faisabilité du projet, bien sûr, on est parti sur un schéma assez classique, mais il a fallu organiser le projet suivant différents axes. Et ce qui est ressorti, c'est pour répondre un peu aux besoins qu'a cité Roger, donc de faire un axe 1 qui était plus ciblé sur l'aspect, comment dire, technique pressiométrique, c'est-à-dire donc les systèmes de mesure et protocoles. Donc là, vous allez voir dans les présentations, on est parti sur différentes pistes et on va vous présenter un peu les détails de cela. Et c'était porté donc par Catherine Jacquard et Serge Varaxine. L'axe 2, lui, était plus dédié à tout ce qui était méthode de calcul des ouvrages, donc avec Alain Puech et Daniel Dias qui portaient cet axe-là, avec des développements donc, sur les méthodes de calcul des différents ouvrages qui, en France, sont, comment dire, dont la stabilité est étudiée grâce au pressiomètre. Et donc un axe 3 qu'on voulait quand même assez fort, donc, qui est bien identifié, donc, qui est pour l'instant, donc je pense que Julien aura l'occasion à la fin de présenter les actions, mais qui voulait valoriser, et puisque c'était un des derniers points de la slide précédente de Roger, mais d'essayer d'avoir aussi un certain nombre de documents en langue anglaise aussi, parce que un des grands défauts qu'on a eu, je pense, dans les années, comment dire, mettons 80 jusqu'aux années 2000, a été d'avoir que de la publication potentiellement en tout cas pas suffisamment de publications en langue anglaise et rester un peu trop français. Parce que d'une part ça marchait bien et qu'on ne s'est pas remis en cause. Donc, pour rentrer un peu dans le détail des axes, donc sur l'axe 1, ce qu'on voulait, c'était déjà aussi revenir, parce que ça fait partie des questionnements qui sont dans la profession, c'est est-ce que la pratique varie positivement, négativement ou reste constante? Qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de pas bien? Pourquoi est-ce que... parce qu'on le réalise quand même de façon, je dirais, entre guillemets, industrielle, on a une forme de critique qui sous-tend la pratique. Donc on a quand même on a tenté de réaliser un retour d'expérience auprès de la profession, avec aussi des essais croisés. Puis, donc ça c'est le bloc de gauche qu'on a fait, donc qui était plutôt essayer de se tourner vers les entreprises et les chantiers. Le bloc central, c'était plus le côté innovant, avec donc des choses qui ne sont pas obligatoirement très nouvelles, mais qui avaient été un peu, je dirais, abandonnées par la profession, parce qu'il y a eu, il y a eu la vie et la mort des labos des ponts aussi un petit peu là-dedans, mais il y a eu beaucoup de développements qui ont été réalisés à certaines époques par des groupes de personnes, et ces développements ont été un peu
se sont un peu assagis quand ces gens-là ont quitté un peu la scène. Donc on était parti sur la mesure de pression interstitielle, donc les méthodes de mise en place, puisque c'est vrai que la mise en place est aussi un écueil et quelque chose sur lequel on voulait réfléchir. Et répondre aux enjeux qui étaient listés par Roger sur les calculs en déformation. Donc aller plus loin sur le domaine des faibles déformations, puisque finalement le pressiomètre alimente beaucoup les calculs, qui ne sont pas obligatoirement que des calculs en méthode directe, mais avec d'autres outils. Et puis on s'est dit, vu qu'il y avait déjà eu des développements dans le passé et que ça avait montré des pistes intéressantes, de développer ce qui était le cyclique, pour différentes applications que l'on va voir après. Et puis on avait aussi eu l'idée, puisque il existe des appareillages qui font comment dire, du sismocone ou du sismodilato qui sont sismiques uniquement parce qu'il y a des géophones dans le train de tige, d'avoir des développements sur ce sujet-là avec un appareillage qui serait dédié à ça. Donc le dernier point, essayer de valider ça sur des sites expérimentaux et un peu boucler et d'avoir une sorte de boucle vertueuse là-dessus. L'axe 2 donc, était lui dédié à la modélisation ou aux méthodes de calcul. Donc vous retrouvez le pendant de l'aspect un peu expérimental. Donc le premier point qui était un point très important, qui a été l'objet de pas mal de développement, c'est le domaine des petites déformations, donc un développement des outils à la fois analytiques ou des approches pour dériver les paramètres peut-être de façon plus, comment dire, avec des méthodologies plus précises. Des lois de comportement, donc il y a eu aussi des réflexions sur ce sujet-là et des propositions. Donc dans la partie cyclique, l'analyse un peu pas de cycle classique, mais en tout cas de l'évolution de certains du paramètre module pour ces différents cycles et l'évolution du sol au cours de ces chargements-là. Il y a eu alors là, il y a une toute petite boîte au milieu, donc qui était beaucoup moins grosse. Donc, mais ça, en fait, ça fait un peu un jugement de valeur, la taille des boîtes, mais faut pas voir le jugement, la taille des boîtes comme étant une évaluation de ce qu'il y a dedans. Donc, la modélisation de l'aléa des propriétés des sols, donc pour regarder un petit peu justement tout ce qui est ces problèmes d'évolution de variabilité des paramètres. Et un dernier axe, alors comme je ne vois pas très bien, je suis obligé de me reculer, consolidation des bases de données, puisque un des enjeux était aussi de pérenniser, puisqu'en fait les techniques évoluent, de fondation, de pieux, les ouvrages évoluent un peu, de continuer de garder le pressiomètre avec des bases de données à jour, puisque des fois certains essais sont faits avec des matériels qui étaient limités en pression, comme les premiers pressiomètres, et des essais qui n'étaient pas réalisés sur les mêmes ouvrages que peut-être les mêmes pieux, par exemple, qu'on pieux maintenant. En tout cas, les mêmes technologies de mise en œuvre. Voilà, et l'axe 3, on a beaucoup travaillé à réaliser, à écrire un ouvrage de synthèse, donc qui pour l'instant, je pense que Julien en parlera, est à l'état de quasi finalisé. Il ne reste plus qu'on n'a pas fait l'effort de totalement finir, mais je pense qu'on va entamer sous peu la phase de relecture pour pouvoir le diffuser. Alors donc il est privilégié en langue anglaise au début pour pouvoir avoir un document en langue française après, donc pour répondre à la question de la communication. Et la présentation à des conférences, donc il y a eu des grands événements, donc on a le plaisir d'avoir Marcos Arroyo ici qui va nous faire une présentation, mais qui a été le grand organisateur du dernier congrès sur les essais en place et où on a pu présenter nos travaux. Et il y aura également, je pense en 2025, le futur congrès ISP8, si je ne me trompe pas, qui se tiendra au Luxembourg. Donc je pense qu'il y aura une publicité et une présentation, donc qui sera l'occasion également de faire la synthèse de ces travaux, donc orientés sur le pressiomètre. Et puis, bien sûr, tout ça, comme on aime le dire maintenant, ça ruisselle vers tout ce qui est les différents séminaires, formations et autres journées techniques que l'on a. Et je passe la parole. Ah non, j'ai encore...
Pour faire ces travaux-là, on s'est appuyé aussi sur une force de travail et ça a permis aussi de faire le lien, je pense, qui est important entre la profession et l'aspect un peu plus académique, puisque en fait je pense que la discussion et les échanges entre le milieu académique et la profession sont très importants. On n'est peut-être pas si aguerris que ça, parce que je pense que les professionnels sont pris par leur quotidien et avec des échéanciers court terme, moyen terme, et que les universitaires sont des fois pas toujours, si proches du terrain. Mais on a essayé d'être assez vertueux là-dessus. Donc on s'est appuyé sur plusieurs thèses en convention CIFRE qui ont été réalisées donc au sein des différentes entreprises partenaires que vous avez vues sur la diapositive traitant des contributeurs au projet. Donc Alexandre Lopez qui nous présentera ses travaux réalisés au sein de l'entreprise Fugro et en relation avec l'école des ponts, le laboratoire Navier. Paniakotis Karagianopoulos, donc, qui a fait sa thèse en convention CIFRE. Alors donc je ne l'ai pas vu, mais je suppose qu'il est là, si. Ou non si, et qui nous présentera ses travaux qu'il a réalisés au sein de l'entreprise Jean Lutz en relation avec, alors là c'est marqué UPE parce que ça s'appelait Paris-Est avant, mais en fait l'université Gustave Eiffel, anciennement IFSTAR, et puis Rim Bakara qui avait commencé, mais donc on n'a pas, donc on a eu quelques accidents de parcours, malheureusement, c'est toujours dommage parce qu'il y a eu des parcours de vie un peu différents. Des fois, les doctorants font des choix et puis on n'est pas toujours à même de pouvoir gérer ça. Donc, Rim Bakara, donc, qui avait commencé un travail sur les pieux sous charge transversale et qui malheureusement n'a pas fini. Anas Abbassi Saber, donc, qui avait commencé une thèse, qui a fait une thèse en convention CIFRE avec la société Géomatech et l'université Gustave Eiffel. Donc là, c'est Paris-Est, UNPC, mais bon, c'était l'université Gustave Eiffel et qui malheureusement elle est tout au bout et donc on a pu quand même faire une synthèse de ses travaux, mais qui un jour a disparu en fin de thèse, on ne sait pas pourquoi. Et puis Soufiane Essaoui, que j'ai encadré en thèse avec l'université Tlemcen, qui a travaillé, lui, plutôt sur des systèmes de mesure locaux dans les pressiomètres. Donc, un peu UGE, Université Gustave Eiffel, Université de Tlemcen. Voilà. Et donc, je passe la parole à Sébastien pour la suite. Rapidement, afin de poursuivre l'introduction, on voulait revenir sur peut-être certains résultats symboliques de ce projet. Donc les principaux livrables, je dirais en premier, c'est une synthèse des pratiques nationales. Donc Catherine Jacquard y reviendra sans doute plus tard. Ensuite, ce qui a été aussi intéressant, c'est les campagnes d'essais croisés, les différents tests de matériel, comment on s'y prend, quelle est quelque part derrière la variabilité de ce qu'on mesure, que ce soit en termes de modules pressiométriques ou de pression limite. Toujours dans cet axe 1, notamment basé sur la thèse d'Alexandre Lopez, des évolutions matérielles notables, donc là, il y reviendra, mais notamment la sonde monochambre, différents capteurs, la possibilité aussi de mesurer les pressions interstitielles ou des tentatives de mesurer le coefficient de pression des terreaux au repos. Donc voilà pour l'axe 1. Sur l'axe 2, les principaux points qu'on pourrait souligner, c'est des tentatives de meilleure compréhension du terrain autour de la sonde afin de le dériver les paramètres fondamentaux du terrain. Après, de manière plus pratique, ça avait été entamé lors du montage du projet. Ça a été la fusion des méthodes de calcul, par exemple DESMEL, fascicule 62, DTU 1312, appuyées par les bases d'essai de chargement du LCPC, donc qui ont été repris dans la norme, effectivement, il y a une dizaine d'années, et qui sont même repris désormais comme exemple de méthodes de calcul pressiométrique dans le nouvel Eurocode 7. Sur la 262, la norme fondation profonde, c'est le même principe, à la fois pour la portance, mais aussi pour les méthodes de tassement, donc des réévaluations, des courbes de transfert TZ, donc des courbes de Franck-Ezao, donc ont permis de réévaluer, on va dire, leur fiabilité et de montrer que l'estimation des tassements sous les charges de fluage ou même jusqu'aux charges de fluage est extrêmement fiable avec ces méthodes-là. Ensuite, des points qui ont peut-être été plus innovants, donc c'était de s'approprier la méthode de Ménard pour le calcul des semelles et d'en faire une dont on connaît parfaitement les rouages, donc ce sera exposé cet après-midi, et surtout via cette approche de l'unifier quelque part avec le tassement des radiers, donc quelle que soit la taille de fondation, d'avoir un cadre, on va dire, d'analyse des modules pressiométriques qui permettent de faire des prévisions de tassement des ouvrages
de faible étendue, des semelles, jusqu'à des ouvrages de grande étendue comme les radiers. Et en parallèle, notamment en collaboration avec notamment la SNCF et RTE, Réseau de transport d'électricité, des analyses complémentaires sur le comportement des tirants et des micropieux qui permettent de compléter nos bases de données pour dériver des liens entre le frottement axial unitaire et la pression limite. Après, en termes de communication, les faits notables peuvent être les suivants. Donc, au niveau on va dire de la reconnaissance internationale, donc Julien Habert et Philippe Ravstek qui viennent de parler, donc on continue à animer et donc à apporter le savoir-faire français dans les groupes européens de normalisation à travers les différentes conférences internationales, donc notamment ISC, donc qui sont les conférences internationales d'essais en place. On a essayé de promouvoir le projet, donc notamment Catherine Jacquard qui avait pu en 2021 faire une conférence dite plénière. On peut aussi saluer les travaux d'Alexandre via sa thèse Lopez, à la fois par le prix Boussinès qui lui avait été remis en 2021, ainsi que, on va dire, une reconnaissance internationale au congrès qui s'est tenu récemment à Barcelone, qui était relatif toujours aux essais en place. Là, après des publications dans des congrès divers et variés, dans des revues internationales, et effectivement, comme l'a dit Philippe, des recommandations qui sont en cours de finalisation. Donc ces recommandations sont structurées très rapidement, donc une introduction forcément, donc un chapitre 2 qui sera relatif aux procédures courantes et aux méthodes d'interprétation courantes. Donc c'est on va dire, la synthèse des états de l'art qui ont été dressés dans le projet. Un chapitre 3 qui sera dédié à des choses plus avancées, avec toujours cette idée de dire que plutôt que d'utiliser le pressiomètre, on va dire de manière courante, essayons d'avoir une approche, on va dire, plus ponctuelle, avec des essais plus poussés qui permettent de mieux comprendre le comportement des terrains. Un chapitre 4 dédié aux applications, donc aux ouvrages géotechniques, de manière à vraiment avoir ce rôle intégrateur de l'essai jusqu'au dimensionnement. Et après, un dernier qui nous a semblé important sur la commande d'essais pressiométriques. Donc sinon, la journée sera organisée de la manière suivante. Donc la matinée jusqu'à, disons, 11h, 11h15, je dirais, entre 10h et 11h15, on aura donc une synthèse des travaux de l'axe 1, donc avec 4 présentations que vous aurez l'occasion de découvrir. Ensuite, l'axe 2 qui sera dédié donc au développement des matériels, donc tout ce qui a été innovation, donc notamment porté par les différentes thèses. Le déjeuner donc qui sera servi à la FNTP sous forme de buffet donc au rez-de-chaussée, donc vous ne vous occupez de rien, vous pouvez rester toute la journée ici. Et une après-midi qui sera dédiée dans un premier temps donc à une vision internationale, donc d'une part par Julien Habert et Jean Perbeau et Marco Sarroyo de l'Université Polytechnique de Catalogne, donc qui donnera un peu son point de vue sur l'essai en place qui est le pressiomètre. L'axe 2, ensuite, donc, ce sera tout ce qui est relatif aux ouvrages géotechniques. Et enfin, on amorcera à partir de 17h des conclusions et des perspectives, notamment dans le cadre de la communauté qui s'est constituée autour des congrès ISP, dont le prochain a été annoncé en 2025 au Luxembourg. Donc voilà en termes d'introduction. Et on voulait aussi... profiter de cette occasion en fait pour saluer, on va dire, 3 personnes qui sont récemment disparues et qui ont fortement contribué au pressiomètre. Donc le premier personne était Michel Gambin, pour laquelle en fait Nicolas Hutter, qui peut venir, avait préparé quelques mots pour se remémorer, on va dire, toute la contribution qu'il a pu avoir au pressiomètre. Nicolas. Merci. Bonjour. Alors Michel Gambin, diplômé de l'école des ponts en 54, il a reçu les enseignements entre autres de Jean Kérisel. Il obtint en 55 un Master of Arts de Harvard et du MIT, où il suivit les cours, excusez du peu, de Terzaghi, Casagrande et Taylor. C'était quand même une époque qui fait un peu rêver. Michel Gambin est connu bien sûr de toute la communauté géotechnique comme un des grands promoteurs de l'essai pressiométrique. Il a en effet accompagné le développement du pressiomètre de Louis Ménard, dont il fut un des très proches, sinon le plus proche des collaborateurs. Co-directeur de la publication de la revue Soil Soils, il fut un infatigable défenseur de la diffusion de la connaissance et de la pratique au sein de la communauté géotechnique, en particulier francophone et en particulier africaine, par de très nombreuses actions, dont je vais citer ici les plus marquantes. Relecteur et éditeur interne de toute la documentation technique de Louis Ménard, les fameuses notices Ménard D, qui comptent plus de 100 numéros. Fondateur et rédacteur en chef de 1995 à 2007 de la lettre de la géotechnique, qui était diffusée par le CFMS.
animateur de la commission pour la coopération et la francophonie en géotechnique, créateur en 1999 d'un comité transnational des géotechniciens d'Afrique, président du groupe de normalisation européen Essais d'expansion en forage, organisateur et coéditeur du symposium Précio 2005, 50 ans de préciomètre, enseignant à l'école des ponts, à l'ESTP, à l'université Pierre et Marie Curie, au CHEBAP et dans de nombreuses institutions de formation continue, et auteur de plus de 100 contributions scientifiques dans le monde entier, articles, conférences, organisations de congrès, etc. Vice-président du comité français de mécanique des sols de 1998 à 2003, Michel Gambin a prononcé la conférence honorifique Coulon en 2010, les théories et leur évolution face à la réalité en géotechnique, partageant ainsi l'expérience de sa longue carrière, commencée aux côtés de Louis Ménard, poursuivie chez Sol Étanche où il crée un département d'amélioration de sol, et enfin comme conseiller scientifique d'Apagéo. Ceux qui ont travaillé avec lui peuvent témoigner de son énergie débordante, de sa force de conviction vraiment très peu commune, sans oublier une très grande culture, entre autres scientifiques. Il connaissait par exemple le Soyer sur la géologie du bassin parisien par cœur. Un réseau de connaissances impressionnant. Jeune ingénieur chez Sol Étanche quand il y travaillait, j'ai vu défiler sur un de mes chantiers des universitaires et praticiens du monde entier. À titre personnel, j'ai apprécié la bienveillance et la pédagogie dont il a fait preuve à l'écart du débutant que j'étais. Enfin, il m'a fait connaître et parrainer mon adhésion au CFMS, dont j'ai eu l'honneur d'être élu président quelques 30 ans plus tard. Je vous remercie. Nicolas, donc, vous voulez rappeler, on va dire, l'importance qu'il a eu pour le développement de l'essai pressiométrique. Et sur un autre plan, Roger s'était proposé aussi de dire quelques mots sur François Schlosser, qui a aussi contribué quelque part au pressiomètre. Absolument. En quelques mots, évidemment, résumer la carrière de François Schlosser, c'est très difficile, mais comme je pense qu'il est très connu, notamment à cause des différents domaines, aux différents types d'activités qu'il a eu en géotechnique, je pourrais peut-être raccourcir ce que j'aurais vraiment voulu dire. Alors, François Schlosser, c'est à la fois un praticien, un enseignant et un chercheur. Alors, il a été président du comité français de mécanique des sols de 90 à 94. Je vous donne juste quelques dates clés. Professeur de mécanique des sols et de géotechnique, j'ai presque envie de dire à l'époque titulaire de la chaire de mécasol géotechnique à l'école des ponts de 1977 à 1994. Il crée le CERMES, Centre d'enseignement et de recherche en mécanique des sols de l'école des ponts. En 1980 et on reste le premier directeur, si j'ose dire, jusqu'en 1991. Fondateur, bien évidemment, du bureau d'études Terrasol en 1979, à peu près en même temps qu'il crée le CERMES d'ailleurs, et il restera jusqu'à 2001 à Terrasol. Bon, il faudrait mentionner les autres écoles dans lesquelles il a enseigné, les 10 sociétés où il a travaillé à la Terre Armée avant de créer Terrasol. Du point de vue de la recherche, il y a deux choses importantes à dire. En cette salle aujourd'hui, il faut dire que c'est un des créateurs, je vais presque en dire, des projets nationaux de recherche, où la géotechnique, excusez-moi, montrait encore un peu la voie à d'autres domaines du génie civil. Il a participé à la création de l'IREX. J'ai les dates des différents projets nationaux ici. Je vous rappelle quand même Cloutaire 1 et 2 de 1985 à 1999. Sur les murs en sol cloué, c'est pas la peine de vous apprendre ça ici. Forever sur les micropieux de 1993 à 2002, et aussi 9 années à peu près. Et Aziri sur les fondations au sol renforcé qu'il présida de 2005 à 2011. Des choses à citer. En fait, les projets nationaux ont été initiés par un certain Michel Martin, qui était à la DAU, le ministère, alors comment on l'appelait à l'époque, en tout cas, qui s'occupait, on va dire, du génie civil. La DAU, c'est la Direction des Affaires économiques et internationales, qui a aidé le financement de beaucoup de projets nationaux. Maintenant, il n'y a plus rien. On a vu que les projets nationaux s'autofinancent, j'ai envie de dire. Et il y avait également
C'était sous la remarquable conduite de Jean Chapon, qui est très connu aussi dans ce métier et au ministère, puis développé par Christian Bernardini, qui était le premier secrétaire général de l'IREX quand ça a été créé. Et donc, je vous rappelle Cloutière 1 et 2, Forever, Aziri. Il a été consultant sur de nombreux ouvrages, à part ses activités évidemment donc pratiques, j'ai envie de dire, à Terrasol. Et puisqu'on est à une journée sur le pressiomètre aujourd'hui, je voudrais vous dire que la manière dont François Schlosser a beaucoup œuvré pour le pressiomètre, même si ce n'était pas son domaine de recherche après. Il était le directeur, le chef du département de mécanique des sols et des fondations dans les années 65, 67, 68, par là au LCPC, au Labo Central des Ponts et Chaussées. Et le plus simple, c'est de citer ce qu'il a dit lui-même le jour de son jubilé en 2016 à l'École des Ponts, jubilé pour ses 50 ans d'enseignement, pas tout de suite comme professeur évidemment, mais enfin comme maître de conf puis professeur. Donc lors de ce jubilé en 2016 sur ses 50 ans d'enseignement, c'est une espèce de dialogue entre lui et moi qui vous a été distribué par le Comité français de mécanique des sols d'ailleurs. Et alors ce qu'il dit, je lui dis racontez-nous un peu l'histoire du combat pour faire accepter le pressiomètre. C'était un combat. François répond, comme tout procédé nouveau, le pressiomètre présentait des avantages mais aussi des inconvénients. Une polémique s'étant développée entre le LCPC et Ménard, j'ai pu montrer l'intérêt de cet appareil à la direction du LCPC. Donc, je vous rappelle, il est chef de la mécanique des sols du Labo Central des Ponts et Chaussées. Enfin, il fallait convaincre la direction au-dessus qui prit alors une attitude plus conciliante. Ce sont des mots diplomatiquement bien utilisés là. Mais enfin, si les labos des Ponts et Chaussées ne s'étaient pas intéressés, Labo Central en tête, au pressiomètre, je ne suis pas sûr. Alors, c'est contraire à nul n'est prophète en son pays. Je ne sais pas quel avenir aurait eu le pressiomètre Ménard. Alors, je continue ce qu'il dit. Le pressiomètre fut reconnu comme essai valable et intéressant. Tiens, bon. Il a été progressivement très utilisé dans les laboratoires régionaux. LR, des Ponts et Chaussées, donc le réseau des laboratoires régionaux. Il a fait l'objet de nombreuses recherches, notamment au LCPC, et au laboratoire régional de Saint-Brieuc, sous l'impulsion, c'est quelqu'un qu'il faut citer aujourd'hui pour le pressiomètre en France, c'est Jean-François Jézéquel, et même à l'international, qui a été le premier à dire que le pressiomètre c'était bien. On trouve des écrits dans le bulletin de liaison qui s'appelait bulletin des laboratoires routiers à l'époque, où fallait déjà faire passer le papier, alors que le Labo Central avait des gens, j'ai envie de dire, mécanique des sols classiques, quoi, CEFI, ce que je racontais tout à l'heure, quoi, CEFI. Bon, CEFI, cohésion angle de frottement. Laboratoire, et puis voilà, vous voyez la suite en tout cas, et les fruits qui sont sortis de l'utilisation du pressiomètre pour la France. Jézéquel, c'est aussi celui qui invente le pressiomètre autoforeur, copié et égalé peut-être, je ne sais pas, à l'étranger. Il faut reconnaître que ça a été plus utilisé à l'étranger qu'en France, le pressiomètre autoforeur, mais ça a été inventé par Jean-François Jézéquel en France. Tout ça a pu être possible parce que François Schlosser a soutenu Jézéquel et d'autres dans les laboratoires régionaux face à l'administration centrale et jacobine. Merci. Merci Roger. Et le dernier auquel aussi on souhaitait rendre hommage était Michel Bustamante, qui aussi à sa façon a largement œuvré pour le pressiomètre. Et oui, alors. Se charge de dire quelques mots. Oui, alors du coup, je vais peut-être être moins long, parce que déjà, Roger m'a pris tout le temps. Si on veut pas glisser complètement sur les oreilles. Donc, Michel Bustamante, je pense que vous avez tous entendu parler de Michel. Donc, Michel était d'origine espagnole. Sa famille avait immigré après la guerre en France. Et comme son père avait pas mal, œuvré dans la guerre civile espagnole, l'État français lui a dit d'aller voir ailleurs. Et donc, il est parti avec sa famille relativement jeune en Pologne, où il a fait toutes ses études. C'est pour ça qu'il était diplômé d'un diplôme d'ingénieur de l'université de Varsovie, et qu'il a rencontré sa femme là-bas, et qu'il a fait toute sa vie avant de revenir prendre, je pense, je ne sais pas si toi tu étais déjà là, mais pour prendre un poste au LCPC. Avant moi, il
et où il a mené toute sa carrière, puisque j'ai dû être un de ses derniers chefs après après avoir eu beaucoup de discussions, je pense, avec tous ces chefs, parce que j'ai tous les courriers qui retranscrivent depuis l'origine les échanges de Michel, qui était une personnalité très affirmée, avec à la fois sa hiérarchie et d'autres personnes très connues dont les noms seront cités dans la journée pour tout ce qui est les ouvrages. Mais il a énormément contribué à tout ce qui était le dimensionnement, la méthode directe de dimensionnement des pieux, en montant une équipe dont on voit 2 membres, donc Luigi Gianeselli et Bernard Doigt, qui étaient avec lui, pour faire des essais de pieux sur tous les chantiers. Il était volontaire. Moi, quand j'étais responsable, il allait au Mexique, il allait en Espagne, en Grèce, pour le pont Orient-Thirion. Il a été souvent, il a œuvré pour tous les grands projets en soutien des entreprises françaises. Et je pense que, pour ça que je pense que le Sofon, ça garde et participera à la journée qu'on voudrait organiser sur les pieux, en mémoire de Michel Bustamante, et où on pourra mettre en valeur ces différents travaux qui ont... Si vous voulez y accéder ou si vous voulez les regarder, il y a une base de données. Alors maintenant, c'est l'Université Gustave Eiffel, alors c'est beaucoup plus compliqué parce que je suis moi-même un peu perdu. Mais dans les archives du LCPC, archives IFSTAR, puis après Univeiffel, vous pouvez accéder à tous les papiers que Michel a écrits, alors que ce soit dans les congrès internationaux ou dans littérature grise, ou dans les congrès et le bulletin des laboratoires des ponts et chaussées. Donc il a, par ses écrits, énormément précisé, contribué pour... la méthode de dimensionnement des fondations profondes par direct basée sur le pressiomètre. Voilà. Donc je dirais pas plus. Merci. Vous voyez Michel en train d'installer l'extensomètre amovible du LCPC, voilà, qui avait été... Avec les EPI et tout ce qui... Extensomètre amovible qui avait été inventé à l'époque par Jean-François Gézéquel. Voilà, tout ça sous la tutelle, enfin Roger l'oublié, de François Baglin, et qui a ensuite permis au jeune Roger d'entamer sa thèse sur le comportement des pieux, si je simplifie. Voilà, donc merci pour cette introduction. Enfin, merci aussi à tous pour votre participation à cette journée, le temps que vous avez consacré au pressiomètre. Et donc, on va rentrer dans le cœur de la journée en débutant par les travaux de l'axe 1. Et donc, si je puis dire, donc j'invite Catherine à la tribune pour la première présentation. Donc si on tient les délais, Julien, grosso modo, il faut qu'on arrête d'ici 1h05, donc aux 4 présentateurs, à peu près 10 à 12 minutes de présentation suivie de questions.